Il est 10 heures. Merci d'avoir choisi Centre Info. Merci d'avoir choisi la proximité en ces temps de distanciation physique et d'éloignement sanitaire. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire, un webinaire qui sera consacré au bilan pédagogique et financier connu sous le sigle BPF, un webinaire un peu technique, d'autant plus qu'on va se focaliser sur l'identification de la sous-traitance. Sous-traitance, comme on le verra, est une notion qui peut désigner des réalités différentes en matière de formation professionnelle. C'est pourquoi je vais avoir le plaisir de m'appuyer sur toute l'expertise d'Aurélie Nedjar, spécialiste de ces questions au sein du pôle droit et politique de formation à Centre Info. Bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour à tous, bonjour Fouzi. Bon, le son et l'image semblent fonctionner, ce qui est plutôt positif, hein, donc pour un webinaire. Donc il n'y a pas d'écho, tout le monde nous entend, donc je crois qu'il n'y a pas de souci technique particulier. Donc c'est parfait. Alors Aurélie, en guise d'introduction et avant de te laisser la parole, je voudrais juste vraiment sensibiliser les nombreux organismes de formation connectés avec nous aujourd'hui sur l'importance de bien renseigner ce bilan pédagogique et financier. C'est un rendez-vous annuel avec l'administration à ne pas négliger, hein, parce que derrière ce formulaire un peu froid, ce CERFA, il y a quand même quelques enjeux à ne pas sous-estimer. Le premier, et ça c'est très important à rappeler, il faut savoir que tout ce que vous allez raconter à l'administration à travers le BPF est exploité à des fins statistiques par la DARES. Et ça serait dommage que les décisions des pouvoirs publics soient basées sur des informations erronées. Donc vraiment, il y a un enjeu aussi pour les décideurs, puisque derrière, effectivement, il peut y avoir des changements dans la réglementation, il peut y avoir effectivement des réformes qui peuvent vous impacter. Et tout ça, et les études d'impact sont aussi basées sur ces éléments-là. Le deuxième enjeu à ne pas négliger, c'est que derrière ce formulaire, il y a un contrôle de l'administration. Et ça, c'est très important, effectivement, à savoir. C'est souvent les anomalies et les incohérences déclarées qui peuvent mettre la puce à l'oreille aux agents du contrôle. Et c'est souvent ce qui peut déclencher ce qu'on appelle un contrôle administratif et financier de votre organisme de formation. Euh, Enfin, le troisième et le dernier enjeu, et pas les moindres, il faut aussi comprendre qu'il y a aujourd'hui un lien, même s'il n'est pas encore évident, hein, notamment pour les auditeurs des différents organismes certificateurs, il y a un lien entre le BPF et le référentiel qualité, le référentiel Calliope. Si votre BPF est cohérent, il permettra plus facilement de croiser les éléments qu'il contient avec les 7 critères et les 32 indicateurs de Calliope. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que le BPF fait partie des documents demandés avant l'audit initial. Voilà. Donc pour toutes ces raisons, hein, et si vous souhaitez vraiment donc approfondir et si vous souhaitez renseigner sans erreur votre BPF, si vous souhaitez vous professionnaliser sur le sujet et plus largement sur tout autre sujet qui impacte de près ou de loin votre activité de formation, sachez que Centre Info, dans le cadre de ses missions, vous accompagne et met à votre disposition un catalogue de formation pour vous professionnaliser, que vous soyez un petit OF, un petit organisme de formation, un gros organisme de formation, un CFA, n'hésitez pas à le consulter et à nous contacter. Alors, d'ailleurs, si vous souhaitez bénéficier d'un panorama complet, d'un 360 degrés des règles de fonctionnement d'un prestataire de formation, je ne peux que vous conseiller la session qui s'intitule « Adapter son organisme de formation ou son CFA à la nouvelle réglementation, de la déclaration d'activité à la certification qualité ». C'est une formation complète, une formation phare de Centre Info, à destination des organismes de formation. C'est une formation 100% à distance et la prochaine session est prévue du 10 au 12 mars. Alors Aurélie, nous avons 45 minutes, 45 minutes, donc très peu de temps. Ce webinaire enregistre plus de 1100 inscrits. Hein. Je rappelle bien évidemment que vous pouvez revoir à tête reposée ce webinaire en replay et que la présentation en cours de diffusion est accessible en téléchargement accompagné d'un guide complet sur le BPF. Alors, comment va fonctionner Aurélie? Je te laisse complètement
la main pour nous présenter le déroulé, les 3 points que tu vas aborder. Quant à moi, je vais me plonger dans le chat et assurer en quelque sorte l'intermédiation avec nos participants, ce qui permettra de rythmer ton intervention avec les questions que je vais te faire remonter. Super, merci beaucoup pour ce cadre, hein, ce décor planté sur notre webinaire. En effet, on a choisi de vous proposer un focus lié au bilan pédagogique et financier, parce qu'évidemment c'est d'actualité, comme vous le savez, l'ouverture de cette obligation et l'ouverture de l'application qui va pouvoir vous permettre de renseigner le bilan pédagogique et financier va débuter le 1er avril 2021 jusqu'en principe au 30 avril 2021 avec peut-être possibilité d'avoir une période un peu supplémentaire. Mais donc on est en pleine actualité, d'où cette question et cette proposition d'être sur le bilan pédagogique et financier, mais notamment de faire un focus, parce que c'est bien ça l'enjeu de ce webinaire. C'est sur 45 minutes, donc ce n'est pas de faire une mini formation condensée de 7 heures à 45 minutes. Non, ça c'est pas possible. Mais bien de vous proposer un focus juridique qui concerne évidemment vos interrogations concernant la sous-traitance. Donc, ce webinaire consacré au bilan pédagogique et financier, comment renseigner cette sous-traitance? Eh bien, il va y avoir 3 temps sur lesquels vous allez avoir la possibilité, hein, évidemment, par le chat, de poser vos questions, vos interrogations, ou tout simplement d'échanger, de faire des retours d'expérience aussi avec nous. C'est ça l'intérêt aussi du webinaire, même si on n'a pas de contact direct visuel. En tout cas, on a un contact via le... Donc, n'hésitez pas. Donc, 3 temps. Premier temps, eh bien, ça me paraît assez important de revenir au fait qui est concerné par le bilan pédagogique et financier. Paraît un peu évident, mais pas si évident que ça quand on creuse la matière. Donc, on va prendre le temps de se dire qui est vraiment concerné par cette obligation de renseigner le bilan pédagogique et notamment la question sur les CFA. Deuxième temps de ce webinaire, on va traiter aussi évidemment la notion de sous-traitance, mais surtout d'être en capacité de l'identifier dans le bilan pédagogique et financier. Ça va être ça, je vais évidemment revenir sur cette définition, si on peut donner une définition, mais en tout cas vous proposer des clés de lecture dans l'identification de la sous-traitance. Et enfin, troisième temps, un contrôle de cohérence de données, c'est-à-dire que je vous donnerai des points de repère d'autocontrôle dans votre bilan pédagogique et financier pour être en capacité de minimiser les erreurs dans ce formulaire. Donc le premier temps, ce que je vous disais, c'est on va se consacrer au fait qui est concerné par ce bilan pédagogique et financier. Ça me paraît important de revenir sur cette question. Pourquoi? Parce que bon, évidemment, ça nous paraît un peu évident de se dire, en fait, bilan pédagogique et financier sont bien les organismes de formation qui sont concernés, bien sûr. Ça va être évidemment dans tous les organismes de formation, tous les prestataires de formation, que vous vendiez ce qu'on appelle donc une action de formation, que vous vendiez du bilan de compétences, vous êtes concerné aussi par cette obligation de renseigner le bilan pédagogique et financier, que vous vendiez aussi de l'action de validation des acquis de la VAE, donc tout prestataire de formation au sens où action de formation, bilan de compétences et VAE, vous êtes concerné par cette obligation de renseigner le bilan pédagogique et financier. Nouveauté, et vous le savez, avec la réforme du 5 septembre 2018, sont concernés également les prestataires qui vendent aussi de l'action de formation par apprentissage, notamment les CFA. C'est-à-dire que les CFA, comme vous le savez, sont désormais des organismes de formation
D'où la raison pour laquelle nous en parlons ce matin, dans cette obligation de renseigner le bilan pédagogique et financier des organismes de formation, mais évidemment pas comme les autres, parce qu'on reste dans la formation initiale, mais professionnelle. Et c'est bien ce terme de formation professionnelle qui fait qu'aujourd'hui, les CFA ont bien l'obligation de renseigner un bilan pédagogique et financier. On fera un petit zoom également après pour bien distinguer qui, en termes on va dire de date et de délégation aussi de responsabilité. Donc, premier temps à comprendre, qu'est-ce que vous savez, tous les prestataires de formation, organismes de formation, que vous fassiez action de formation, bilan de compétences, VAE ou de l'apprentissage, vous êtes concernés par le fait de renseigner et d'envoyer le bilan pédagogique et financier cette année pour 2021. Deuxième point, au fait, dans ce sujet de qui est concerné, on peut se poser la question, et c'est souvent, moi je vois dans les accompagnements que je peux faire, c'est souvent le premier gros travail que l'on fait dans un accompagnement avec un client, c'est, j'appelle ça comme ça, mais l'étiquetage de vos produits. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on parle bien de la formation professionnelle. Alors vous allez me dire, oui, enfin, ça nous paraît un peu évident, mais important peut-être de se le rappeler quand on voit aussi que la notion d'action de formation a évolué. On est vraiment face à une nouvelle définition de l'action de formation présentée par donc la réforme de 2018, où je vous le rappelle, et c'est pour ça que j'ai mis parcours pédagogique, que l'action de formation professionnelle se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel. Alors évidemment, dans cet objectif professionnel, parcours pédagogique qui peut, rappelons-le, avoir différentes étapes, une évaluation et évidemment des objectifs prédéterminés en amont. Alors, ça nous paraît un peu évident, mais il peut y avoir souvent des interrogations sur, par exemple, sur un produit que l'on pourrait vendre et qu'on se pose la question, est-ce que je le mets dans le bilan pédagogique et financier? C'est aussi répondre à la question, est-ce que ce produit que je vends, est-ce que je l'identifie comme un produit de formation professionnelle? C'est ça la question. Et la question, elle est bien juridique. Et pour trouver la réponse, il va falloir pointer cette définition juridique, cette définition légale que porte l'action de formation, à savoir, est-ce que le produit que vous vendez répond bien à cette définition juridique que je viens de présenter. Donc, par exemple, dans l'expérience que l'on voit, qu'on a un peu l'habitude des bilans pédagogiques et financiers, on peut se poser, tiens, en fait, la question de si je vends par exemple que du test de positionnement, je le mets ou pas dans le bilan pédagogique et financier? On va se poser la question, au fait, ces tests de positionnement, est-ce que c'est bien une action de formation? Est-ce que ça répond bien à l'action de formation, à la définition légale? Donc c'est tout, vous voyez, ça paraît une évidence quand on dit ça. Au fait, dans le bilan pédagogique et financier, on note que les actions de formation, mais vous voyez que dans le détail, je suis sûre que ça doit faire appel à certaines de vos interrogations sur certains types de produits où justement on ne sait pas trop. Alors pour répondre à la question sur l'exemple que je donnais, par exemple des tests de positionnement, encore faut-il que ce test de positionnement, si ce sont des prestations qui ne sont pas intégrées à ce parcours, d'accord, ce test de positionnement, on va le sortir du BPF. C'est-à-dire que ce test de positionnement seul ne fera pas partie, ne sera pas intégré à votre bilan pédagogique et financier parce qu'on va considérer que ça ne fait pas partie de cette définition légale de l'action de formation. Donc, vous voyez, il y a quand même un gros travail à faire sur cet étiquetage de produits, c'est-à-dire est-ce que ça c'est bien de la formation? Oui, bilan pédagogique et financier, ça ce n'est pas et je le sors. Ok? Donc ça me paraissait important de repointer ça.
Qui est concerné également? Eh bien, donc on l'a dit, tous les prestataires de formation. On l'a dit, attention, au fait, il faut se poser quand même la question de savoir si on fait bien de la formation et auquel cas on l'identifie dans le bilan pédagogique et financier. Troisième point, euh, en termes de modalités des formations que vous proposez, eh bien, dans le bilan pédagogique et financier, évidemment, on va retrouver les trois types, on va dire, de modalités de parcours pédagogique, à savoir que vous fassiez de la formation présentielle, ça va être dans le bilan pédagogique et financier, que vous fassiez de la formation évidemment distancielle, FOAD, formation ouverte et à distance, eh bien, ça va être intégré aussi et identifié dans votre bilan pédagogique et financier, et que ça soit aussi sous forme d'AFEST, c'est-à-dire que cette action de formation que vous avez en situation de travail, eh bien, on va l'intégrer également dans le bilan pédagogique et financier. Ce que je veux dire, pour résumer un peu ce que je suis en train de dire, c'est que toute modalité, hein, que ce soit présentielle, distancielle ou la FEST, c'est-à-dire l'habitude aussi de parler de expérientiel, eh bien, ça fait partie de la formation professionnelle, peu importe la modalité selon laquelle le parcours pédagogique, l'action de formation est construite, ça sera à renseigner dans votre bilan pédagogique et financier. Autre point également sur quel que soit le statut juridique. Vous voyez dans la slide, je dis qui est concerné. Eh bien, oui, tout prestataire de formation, quel que soit le statut juridique. Alors évidemment, quel que soit le statut juridique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous soyez un organisme de formation privé ou public, vous êtes concerné par l'obligation de renseigner le bilan pédagogique et financier, que vous ayez une structure type association loi 1901, comme par exemple Centre Info, vous êtes concerné par le bilan pédagogique et financier, que ça soit que votre organisme ait une structure juridique type SARL, SA, URL, ou de travailleurs indépendants ou micro-entreprises, eh bien, vous êtes concerné par le bilan pédagogique et financier. C'est vrai que le visage d'un organisme de formation il y a quand même beaucoup de réalités différentes qui concernent également cette obligation de renseigner le bilan pédagogique et financier. C'est important peut-être de s'en dire deux mots dessus. Que l'activité soit de formation, l'activité de formation soit principale ou accessoire, bien sûr, vous êtes également concerné. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si vous avez une structure qui ne fait pas que à 100% de la formation professionnelle, d'accord? Eh bien, vous êtes quand même concerné par le bilan pédagogique et financier. Et enfin, l'activité, que vous ayez une activité à zéro ou pas, il faut renseigner ce bilan pédagogique et financier. Alors, ça peut être surprenant de se dire, bah oui, mais enfin, si j'ai pas d'activité, à quoi ça sert de renseigner le bilan pédagogique et financier? Alors déjà, ça vous prendra moins de temps parce que vous allez mettre zéro en termes de chiffre d'affaires et en termes évidemment de stagiaires. Mais en fait, là, l'idée, c'est de ne pas perdre votre numéro de déclaration d'activité. Même si vous avez une activité à néant, il faut mettre que l'activité est à néant. Renseignez votre bilan pédagogique et financier afin de le renvoyer à la directe pour ne pas perdre votre numéro de déclaration d'activité. Sinon, par défaut, vous allez perdre votre numéro de déclaration d'activité. Ce qui me permet de vous dire également que c'est une sanction en soi, hein, d'accord? C'est-à-dire que, comme l'a rappelé Fouzi en introduction, bilan pédagogique et financier, certes, c'est un formulaire, mais voilà, l'enjeu, il est où? L'enjeu derrière, c'est que c'est une porte d'entrée à un contrôle administratif et financier de la directe. L'enjeu aussi, parce que c'est souvent le premier document qui est demandé, par exemple, par un auditeur Calliope. Donc, ce bilan pédagogique et financier, à prendre avec, évidemment, avec sérieux, mais j'en doute pas. Et derrière, c'est bien parce que c'est une obligation qu'il y a des sanctions en face. Et notamment, le défaut de transmettre un bilan pédagogique et financier
relève d'une infraction pénale, c'est-à-dire que vous pouvez être dans l'obligation de payer une amende de 4 500 €. Et la sanction, on va dire, administrative, peut-être la plus importante pour un organisme de formation, c'est de perdre, en fin de compte, son numéro de déclaration d'activité. C'est ce qu'on appelle la caducité de la déclaration d'activité. C'est que vous perdez votre numéro et donc vous ne pouvez plus exercer. Ouais. Alors Aurélie, c'est important que tu rappelles effectivement que la déclaration d'activité n'est pas une option, hein, c'est une obligation, donc et effectivement une obligation assortie de sanctions administratives, hein, donc la caducité, mais aussi de sanctions pénales, hein, 4 500 €, donc c'est une amende. Il faut savoir que pas moins d'une vingtaine de sanctions pénales aujourd'hui menacent les organismes de formation, donc c'est vraiment le taux le plus élevé du Code du travail, même si ça reste théorique, puisque c'est quand même pas forcément quelque chose qui est prononcé en règle générale, hein, c'est pas forcément appliqué. En revanche, il est important effectivement d'avoir à l'esprit que tout prestataire a l'obligation effectivement de renseigner le bilan pédagogique et financier. Et ça permet peut-être d'évacuer un certain nombre de questions qui nous ont été posées dans le chat. Et une des questions donc, qui a été posée, est-ce que le BPF concerne les formateurs indépendants? Donc c'est Dominique qui nous pose cette question. Donc formateur indépendant, est-ce que je suis concerné par le BPF? Alors oui, formateur indépendant. Ce qu'on appelle formateur indépendant, vous voyez que l'obligation d'établir et de renseigner un bilan pédagogique et financier naît parce que le point de départ, c'est bien votre numéro de déclaration d'activité. Donc quand on parle de formateur, la question c'est est-ce que vous êtes pourvu d'un numéro de déclaration d'activité? Est-ce que vous êtes considéré par rapport à la directe comme prestataire de formation? En France, c'est pas légal de vendre de la formation comme ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut faire la démarche de rentrer sur ce marché, qui est un marché ouvert, hein, parce que je vais faire une demande à l'administration d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Mais attention, une fois que je suis dans le marché, eh bien, c'est un marché extrêmement réglementé et de plus en plus. Donc, j'ai un certain nombre d'obligations et notamment l'obligation de renseigner un bilan pédagogique et financier. Donc, pour répondre précisément à cette personne, déjà la question c'est est-ce que vous avez un numéro de déclaration d'activité? Si oui, évidemment, vous avez un bilan pédagogique et financier à renseigner, mais c'est ce que je disais dans la structure juridique. Quand on dit organisme de formation, il ne faut pas s'y tromper. On n'est pas que sur des organismes de formation où il y a une vingtaine d'intervenants et beaucoup de salariés, des grosses boîtes. Non, on peut être organisme de formation à nous tout seuls parce qu'on a notre compte et on intervient en tant que prestataire de formation. Voilà, il peut y avoir différentes réalités. C'est important de rappeler qu'effectivement, il y a quasiment 30% hein, comme d'organismes de formation qui sont des consultants, ce sont des formateurs effectivement indépendants. Tout à l'heure, je disais que le bilan pédagogique et financier, ce n'est pas une option. La déclaration d'activité n'est pas une option non plus, puisque effectivement le Code du travail est très clair. Toute personne qui prétend faire de la formation a l'obligation de se déclarer et donc est par conséquent à l'obligation de renseigner le BPF. Alors on a une autre question que je trouve assez intéressante, c'est Arnaud qui nous dit si on ne mobilise pas de financement public, est-ce qu'il y a besoin de faire ce BPF? Alors, c'est-à-dire dans mes produits, j'ai que des financements privés. Voilà, j'ai que des entreprises qui m'achètent de la formation. Est-ce que j'ai quand même l'obligation de rendre compte finalement à l'administration? Alors, très bonne question. Et c'est vrai que la réponse serait tentante de vous dire non. Mais la réponse est, vous avez bien l'obligation. C'est-à-dire que, pour préciser mon propos, c'est que en France, ce n'est pas légal de vendre de la formation sans numéro de déclaration d'activité. Donc, la réponse, c'est même si vous êtes sur un marché libre, entre guillemets, eh bien, il est quand même réglementé. C'est-à-dire que vous allez avoir une certaine liberté dans la contractualisation de l'objet de votre vente de formation, parce que derrière, vous n'allez pas utiliser les fonds publics, les fonds mutualisés, d'accord? Mais par contre, vous avez l'obligation d'avoir un numéro de déclaration d'activité et donc de renseigner un bilan pédagogique et financier.
Donc effectivement, cette obligation pèse sur tous les organismes de formation, peu importe leur marché, s'ils sont sur des deniers privés ou sur des deniers publics. Contrairement, par exemple, à d'autres obligations, je pense notamment à la certification Calliope, qui, elle, va concerner uniquement les organismes de formation qui souhaitent travailler sur les deniers publics. En l'occurrence, dès lors qu'on accède au marché, donc, il faut à minima donc un numéro de déclaration d'activité et respecter toutes les obligations administratives et financières, y compris le bilan pédagogique et financier. Je te propose d'avancer puisque l'heure tourne. Effectivement, Ah, c'est nous des avons sujets 40. passionnants, hein, on pourrait en parler pendant plusieurs heures. Et alors, sachant que l'idée, c'est quand même, et ça permettra d'évacuer pas mal de questions qui ont été abordées et qui anticipent un petit peu ton propos concernant la sous-traitance. Et alors, Aurélie, dans les personnes concernées, tu nous as bien dit que les CFA, les centres de formation d'apprentissage sont concernés. Et j'aimerais qu'on s'y arrête un petit moment, car il faut savoir que si le formulaire a évolué, c'est aussi en partie parce qu'il fallait prendre en compte quelques spécificités les concernant, parce que c'est une nouveauté aussi. Donc, je rappelle juste que les CFA sont désormais soumis, on va dire, au corpus juridique, au même corpus juridique que celui des organismes de formation. Donc, il y a vraiment eu un alignement donc, depuis la loi Pinico de 2018. C'est entré en vigueur donc depuis le 1er janvier 2020. Le statut des CFA est aligné sur celui des organismes de formation, puisque, comme vous le savez, l'autorisation administrative d'ouverture qui était donnée par les régions a été supprimée. Donc, aujourd'hui, tout organisme de formation peut réaliser des actions d'apprentissage sous réserve d'être déclaré auprès de l'administration. Le CFA devient un organisme de formation presque comme les autres, même s'il conserve quelques spécificités. En tout cas, la forme juridique d'un CFA devient libre, alors qu'avant, le CFA devait rentrer dans une catégorie listée par le Code du travail. Donc la question qui se pose, c'est quid du BPF? Est-ce que tous les CFA doivent le renseigner en 2021 ou est-ce qu'il y a des nuances à apporter? Alors, je pense que ça, c'est vraiment important comme question et merci d'avoir posé la question. Euh, c'est important pourquoi? Parce qu'on a été quand même très fortement sollicité, nous Centre Info, sur ces questions-là. On entend aussi beaucoup de choses. Je pense que c'est vraiment important de faire le point. C'est-à-dire que on est d'accord que les CFA, on entend ça beaucoup. Attention, les CFA vont avoir une période, ont cette période de transition jusqu'au 31 décembre 2021 pour, pour se mettre aux normes par rapport aux obligations des prestataires de formation. Donc très bien, on est sur cette période. Mais attention, et ça, je pense que c'est vraiment important de faire le point. On peut voir là, par exemple, sur la slide, qu'on est face à, pour être concret, d'accord? Il s'agit vraiment de vous apporter des réponses concrètes. On est sur 3 situations. Concernant, on est bien sur le CFA, d'accord? Et la question, c'est de savoir si moi, je suis CFA, est-ce que j'ai l'obligation d'établir un bilan pédagogique et financier en 2021? On est bien sur cette question très précise. 3 situations possibles. Eh bien, la première situation, c'est que votre CFA a été créé postérieurement à la loi du 5 septembre 2018. D'accord? Là, pas de doute. Évidemment, vous avez l'obligation de renseigner un bilan pédagogique et financier en 2021. Pourquoi? Parce que postérieurement à la loi du 5 septembre 2018, vous avez évidemment déposé un numéro de déclaration d'activité. Qui dit numéro de déclaration d'activité dit obligation d'établir un bilan pédagogique et financier. Là, pas de doute. Deuxième situation, vous êtes ce qu'on appelle un CFA historique. C'est quoi un CFA historique? C'est un CFA qui a été créé avant la loi du 5 septembre 2018. D'accord? Eh bien, vous avez été créé avant la loi du 5 septembre 2018. Eh bien, par conséquent, là, vous avez en effet une période de transition. Vous avez jusqu'au 31 décembre 2021, d'accord, pour respecter les obligations de nos règles de formation
Et donc, pas d'obligation de renseigner le bilan pédagogique en 2021. Mais attention, et c'est bien là où je veux en venir, c'est que si vous êtes un CFA, donc historique, créé, et on est bien sur cette troisième hypothèse que l'on ne parle pas assez, et c'est bien là-dessus que je veux appuyer mon propos. Si vous êtes un CFA historique, un CFA qui a été créé avant la loi du 5 septembre 2018, et que, donc exemple, un CFA qui a été créé en 2017, d'accord? Et que vous avez un numéro de déclaration d'activité, que vous êtes allé chercher un numéro de déclaration d'activité parce que vous avez déposé votre dossier auprès de la directe et qu'on vous a attribué un numéro de déclaration d'activité, par exemple, en octobre 2020, d'accord? Alors, juste Aurélie, effectivement, parce que c'est important de rappeler que beaucoup de CFA ont raison de l'extension de leur activité. Parce qu'effectivement, il n'y a plus ces logiques de limite de place en termes d'apprentissage, etc., puisqu'on a changé complètement de modèle économique, sont allés chercher ce numéro de déclaration d'activité. En tout cas, devaient aller le chercher. Ils avaient l'obligation. Bien C'est-à-dire que sûr. dans la loi, c'est super important, effectivement, d'apporter cette nuance, parce que je vois que ça réagit un peu sur le chat, que le Code du travail emploie une formule assez simple en disant que les CFA historiques sont présumés respecter toutes les obligations administratives et financières d'un organisme de formation jusqu'au 1er janvier 2022. Mais entre-temps, les CFA historiques ont procédé à une extension de leur activité. Alors oui, Donc forcément, ils sont plus sur le même périmètre, donc ça veut dire qu'ils devaient aller chercher un numéro de déclaration d'activité. Et qui dit numéro de déclaration d'activité, c'est ce que tu as très bien rappelé tout à l'heure, bah, ça veut dire que vous devez renseigner le bilan pédagogique et financier. Donc c'est très très important effectivement de retenir cette interprétation. Quand on dit que les CFA historiques sont présumés, c'est les CFA historiques qui effectivement ont conservé leur périmètre. En revanche, dès lors qu'il y a eu de l'extension d'activité, bah, il y avait obligation d'aller chercher un numéro de déclaration d'activité et qui dit déclaration d'activité dit bilan voilà. pédagogique et financier. Et c'est bien sur cette troisième situation qu'on est quand même très fortement sollicité à Centre Info et là-dessus, il faut être vraiment très, très clair. C'est que les CFA historiques, d'accord, qui ont, pour lesquels ils sont pourvus d'un numéro de déclaration d'activité, d'accord, eh bien, évidemment qu'en 2021, vous devez renseigner le bilan pédagogique et financier. Parce que justement, j'entends souvent le contraire. C'est que ce que je veux dire par là, c'est que, et j'espère être claire, c'est que, euh, en fait, la question n'est pas de savoir si vous êtes un CFA historique ou pas. La question, le point de vue juridique que je vous propose ce matin, c'est de savoir, en fait, est-ce que vous avez bien un numéro de déclaration d'activité. D'accord? Et c'est bien le numéro de déclaration d'activité qui va générer l'obligation de renseigner un bilan pédagogique et financier. Donc, à savoir si les CFA historiques doivent renseigner le bilan pédagogique et financier, le point de départ, c'est bien l'attribution de votre numéro de déclaration d'activité dans l'attribution et dans l'extension de vos activités. On est bien d'accord? Et qui porte aujourd'hui cette obligation de renseigner le BPF. Donc, vous êtes bien concerné par le bilan pédagogique et financier à renseigner cette année. Alors, justement, qui dit apprentissage dit aussi logique, on va dire, de sous-traitance, entre guillemets, parce qu'effectivement, il y a plusieurs formes de conventionnement hein, avec des délégations d'enseignement, des délégations en termes de responsabilité pédagogique. Et donc, ce qui va nous permettre vraiment de rentrer dans le vif du sujet de la sous-traitance et surtout de la nouvelle logique du formulaire BPF, parce que si ce formulaire, comme on disait, a évolué, c'est en partie aussi parce qu'il fallait intégrer ces nouvelles logiques qui concernent les CFA et du coup qui concernent maintenant tous les organismes de formation, même ceux qui ne sont pas CFA. Donc là, on va zoomer un peu sur ces logiques de délégation hein, donc des CFA. Donc je te laisse la parole donc pour nous présenter un petit peu les deux hypothèses et nous dire
savoir concrètement qui fait quoi, qui est tenu de renseigner le BPF et qui est dispensé justement de le renseigner. Voilà, par ce slide, en fait, ça résume les hypothèses, hein, les hypothèses qui sont prévues par le Code du travail. Hein. On parle bien de ça en termes d'hypothèses. Là, c'est quoi? C'est qu'on est dans l'hypothèse où le CFA, d'accord, conserve sa responsabilité administrative et sa responsabilité pédagogique, mais va déléguer par convention une partie de ses enseignements. Il va déléguer, il peut déléguer une partie de ses enseignements, notamment à un organisme de formation. Donc là, vous voyez dans la slide que face à un organisme de formation, vous avez le petit logo BPF. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, que l'organisme de formation devra lui-même renseigner un bilan pédagogique et financier. Et le CFA, dans son BPF, devra identifier l'organisme de formation comme étant son sous-traitant. Là, pas trop de soucis. Autre situation, et c'est là où il y a souvent une source un peu d'erreur, c'est que on est toujours dans cette hypothèse que le CFA conserve sa responsabilité administrative et pédagogique et va conserver une partie de ses enseignements. Il va les déléguer, une partie de ses enseignements, à un établissement public ou à une entreprise. C'est possible, d'accord? Mais là, à la différence de la situation que je viens de détailler, eh bien là, l'établissement d'enseignement ou l'entreprise n'auront pas de bilan pédagogique et financier à renseigner. Pourquoi? Même fondement juridique, eh bien parce qu'ils n'ont pas de numéro de déclaration d'activité à aller chercher. D'accord? Mais attention, ça veut dire que si aujourd'hui vous regardez le webinaire et que vous êtes CFA et que vous êtes concerné, ça veut dire que concrètement, l'établissement d'enseignement pour lequel vous déléguez une partie de vos enseignements, lui n'aura pas de bilan pédagogique et financier à renseigner, mais attention, vous, dans votre bilan pédagogique et financier, vous devez identifier cet établissement d'enseignement ou cette entreprise pour laquelle vous avez délégué une partie de vos enseignements, vous devez les identifier dans votre bilan pédagogique et financier et on va le voir où, à quel niveau de votre bilan pédagogique et financier juste après. Donc, ça, important à retenir. Et autre hypothèse, même en allant au-delà, on est dans la deuxième hypothèse proposée par le Code du travail, on est bien dans l'hypothèse où là, même si le CFA conserve sa responsabilité administrative et va déléguer par convention ses enseignements et la responsabilité pédagogique, à la différence de l'autre slide, eh bien, l'établissement d'enseignement, l'UFA, n'aura pas de bilan pédagogique et financier à renseigner parce que pas de numéro de déclaration d'activité. Mais attention, si vous êtes CFA, si vous êtes concerné aujourd'hui pour renseigner votre bilan pédagogique et financier, vous devrez quand même identifier cet interlocuteur, cet acteur dans votre bilan pédagogique et financier comme étant un sous-traitant. Et on va le voir où dans quelques instants. Alors justement, Aurélie, je vois qu'effectivement le chat explose. Alors il y a effectivement une sorte d'impatience en disant mais vous parlez pas de la sous-traitance. Ah là là, on y va. C'était quand même le sujet du webinaire, oui, etc. Non mais je pense que c'est important de comprendre pourquoi effectivement le formulaire a évolué. Pourquoi la logique de sous-traitance inclut aujourd'hui les problématiques CFA, et ces problématiques, mine de rien, vont concerner tous les organismes de formation. Donc il y a beaucoup d'OF qui disent oui, mais moi je suis pas CFA, je ne suis pas concerné. Sauf que les logiques, elles, sont les mêmes. Que l'on soit CFA ou organisme de formation, il va y avoir effectivement un certain nombre de réflexes à avoir qui seront identiques. Donc c'est la raison pour laquelle là, en ayant effectivement expliqué, si vous voulez, la raison de changement de logique dans ce formulaire, donc là on va être plutôt dans la sous-traitance générale, voilà. plus générique, qui va permettre d'englober tous les prestataires de formation, qu'ils soient donc CFA ou simples organismes de formation, c'est-à-dire des organismes qui ne font pas forcément de l'apprentissage. Voilà. Et là, c'est un schéma
qu'on vous propose là ce matin, ça y est, on est vraiment dans le cœur du cœur. Mais comme disait Fouzi, on ne s'est pas spécialement éloigné non plus du sujet. Parce que c'est vrai qu'on est quand même beaucoup sollicité aussi sur ces questions et ça nous paraissait important de vous donner cette réponse claire et précise ce matin. Donc, la sous-traitance, c'est quoi? En fait, la sous-traitance, on peut essayer de la, on va dire, cartographier, la schématiser comme ça. C'est-à-dire que là, vous voyez sur le schéma, en fait, il y a 3 acteurs. Il y a premièrement votre client, maître d'œuvre, d'accord, avec qui vous avez contractualisé par une convention de formation. Vous-même, par exemple, aujourd'hui, organe de formation, donneur d'ordre. Dans le premier cas, dans une relation classique d'achat de formation et de vente de formation, vous avez un client, vous êtes organisme de formation, pourvu d'un numéro de déclaration d'activité et vous réalisez la formation. Ok, pas de souci. La notion de sous-traitant, ça va intervenir en fait quand vous avez un troisième acteur. Le troisième acteur, c'est le sous-traitant, c'est-à-dire le sous-traitant, c'est en bas à droite, vous avez cette notion de sous-traitant. C'est-à-dire que l'organisme de formation va déléguer une partie de son activité, d'accord? Et donc, vous avez plusieurs possibilités. Et c'est ça qui est intéressant dans le bilan pédagogique et financier, et c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui de retenir, c'est que deux possibilités. Vous êtes l'organisme de formation donneur d'ordre, d'accord? Eh bien, vous allez déléguer à une structure juridique qui devient votre sous-traitant, d'accord? C'est vu de l'organisme de formation, ou alors, et donc on va voir qu'il y a des points de repère comme ça dans le bilan pédagogique et financier, où on va identifier cette sous-traitance, d'accord? Ou alors, vous êtes le sous-traitant, parce que vous êtes organisme de formation, et vous êtes le sous-traitant, c'est le troisième cas en vert, ou alors là, même chose, vous allez renseigner votre bilan pédagogique et financier, mais évidemment, ça ne sera pas dans les mêmes cases que l'on va identifier ça. Donc, ce qui va lier l'organisme de formation, donneur d'ordre et le sous-traitant, évidemment, ça va être un contrat de sous-traitance. Ce qu'il y a d'important peut-être à retenir ce matin, ça va être que dans cette situation de sous-traitance, allez, je vous donne 3 points de repère, parce qu'il n'y a pas vraiment de définition de la sous-traitance. C'est bien ça aussi le sujet. Dans cette notion de sous-traitance, 3 points de repère. Premier point de repère, il faut que vous ayez une relation à 3 acteurs. Un client, donneur d'ordre et un sous-traitant. Déjà, posez-vous la question, est-ce qu'on est, il y a 3 acteurs. Deuxième point de repère, c'est de se dire, est-ce que je suis sur des entités juridiques distinctes? Attention, on peut très bien avoir le même nom dans une société, mais avoir des structures juridiques distinctes, c'est-à-dire avoir plusieurs SARL, notamment dans des groupes, eh bien, on sera quand même dans cette notion de sous-traitance, d'accord? Et troisième point de repère, se poser la question, au fait, est-ce qu'on délègue bien la réalisation de l'action de formation? Est-ce qu'on est bien sur cette définition légale de l'action de formation? Donc voilà, important à retenir, c'est que vous avez bien ce schéma en tête, c'est-à-dire 3 acteurs, client, donneur d'ordre, sous-traitant. Et quand on est dans cette situation organisme de formation où on va renseigner le bilan pédagogique et financier, eh bien, on a la possibilité d'être à la fois celui qui sous-traite ou à la fois celui qui est le sous-traitant. Et c'est là où j'en viens sur la troisième partie de ce webinaire, de vous proposer ces points de contrôle. C'est-à-dire que quand vous êtes l'organisme de formation donneur d'ordre, d'accord, et que vous sous-traitez, vous devez obligatoirement avoir votre bilan pédagogique et financier avec ce visuel, c'est-à-dire que vous voyez ce que j'ai identifié en orange, c'est les zones sur lesquelles vous allez retrouver votre sous-traitance. Donc, dans le détail, vous allez retrouver la sous-traitance. Dans le cas où vous faites appel à des sous-traitants, vous allez retrouver votre sous-traitance. Dans le cadre D, donc des charges, ligne 2. Dans le cadre E, formateur, ligne 2. Et dans le cadre F2, dans le bilan pédagogique. Ça, c'est vraiment important à retenir, d'accord? C'est-à-dire que
quand je suis l'organisme de formation qui renseigne le bilan pédagogique et financier, je suis le donneur d'ordre, je fais appel à des sous-traitants. Ces sous-traitants, je dois obligatoirement les retrouver dans ces 3 zones du bilan pédagogique et financier. Par contre, si vous êtes le sous-traitant, d'accord, le 3e acteur, eh bien, vous allez avoir un bilan pédagogique et financier à renseigner. Eh bien, vous allez renseigner 2 zones, notamment 2 zones qui va porter le fait que vous soyez le sous-traitant. Vous voyez, je les ai identifiées en vert pour faire un code couleur différentiel. Eh bien, on va retrouver le fait que vous soyez le sous-traitant dans le cadre C produits ligne 10, d'accord? Ce sont bien des contrats que vous avez conclus avec d'autres organismes de formation, et le bilan pédagogique dans le cadre G, où là, ce sont bien les stagiaires que vous avez formés, mais en étant le sous-traitant. Donc ça, vraiment, gardez ça en tête. Ça me paraît vraiment les points clés d'autocontrôle, en tout cas des clés de cohérence. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que quand vous allez renseigner votre bilan pédagogique et financier dans l'appli MAF, mon activité formation, eh bien en fait, les points de contrôle que je vous ai donnés, le logiciel les a déjà intégrés. C'est-à-dire que vous allez avoir des zones auto-bloquantes s'il y a des points d'incohérence. Donc c'est bien ces zones de cohérence sur lesquelles il va falloir porter votre attention et être vraiment vigilant. Je ne sais pas s'il y a peut-être des points de question, je vois l'heure tourner. Fouzi. Ah, on ne t'entend plus. Non, j'avais coupé mon micro, voilà, tout simplement. Et, voilà, donc... donc effectivement, nous avons un certain nombre donc de questions assez intéressantes. Alors, Alain qui nous dit bonjour, les formateurs prestataires sous-traitants doivent-ils nécessairement être déclarés? Ils ne sont pas déclarés OF, ils n'ont donc pas à renseigner le BPF. Donc là, on revient sur le qui fait quoi. Donc on part du principe que un sous-traitant, ça c'est le principe, doit se déclarer, puisque dans le Code du travail, on nous dit que toute personne qui prétend faire de la formation, peu importe si le client est un autre prestataire de formation. En l'occurrence, le sous-traitant a comme client un autre organisme de formation. Hein, et donc, on part du principe qu'il y a effectivement cette obligation donc de se déclarer, et il y a cette obligation de renseigner le BPF, selon les logiques effectivement que tu viens de donner. En revanche, il y a quand même 2 exceptions, et ça concerne maintenant l'apprentissage. C'est lorsque on a des sous-traitants, on va dire, qui ont le statut d'établissement d'enseignement. Donc là, il n'y a pas d'obligation d'aller chercher le numéro de déclaration d'activité. Et lorsque le sous-traitant a le statut, on va dire, d'entreprise. Mais c'est uniquement dans le cadre de l'apprentissage, lorsque le CFA a délégué ses enseignements à ces 2 types de structures. Alors, on a une question là qui est revenue souvent. Donc c'est Marianne. Est-ce que les actions internes sans facturation doivent être déclarées? Est-ce que les actions internes sans facturation, donc il n'y a pas de conventionnement. Il n'y a pas de conventionnement. Là, en l'occurrence, on part du principe que l'OF ne doit pas être appréhendé comme un organisme de formation, mais comme une entreprise qui dispense de la formation à ses propres salariés. Oui, disons que c'est vrai qu'en fait, souvent, on peut, ce qui est complexe aussi quand on est entreprise, c'est d'avoir cette gymnastique à chaque fois de se dire, attends, je me pose la question, pourquoi? Parce que j'ai la casquette employeur ou parce que j'ai la casquette organisme de formation? Donc, c'est vrai que, eh bien, il faut être souple, mais c'est vrai que très souvent, repartez à chaque fois du point de départ de se dire, ok, je me pose la question, en effet, j'ai bien une obligation liée au code du travail, mais cette source, elle vient du fait que je sois employeur et en effet, j'ai cette responsabilité de former, d'accord? Ou alors, je suis organisme de formation. Attention, c'est pas les mêmes articles dans le code du travail. Eh bien là, je dois identifier, je dois faire un bilan pédagogique et financier. Alors, nous avons Alexandra, nous sommes un fabricant de logiciels. Dans certains cas, nous vendons un pack logiciel formation. Est-ce que je dois faire la déclaration de ces formations aussi?
C'est-à-dire, est-ce que ça doit être dans le bilan pédagogique et financier, c'est ça? J'imagine. Bah, c'est Ouais. effectivement parce que je considère que c'est de la formation et par définition, si c'est Bah de la ça, formation. en fait, ça, c'est vraiment un gros travail. C'est ce que je vous disais en amont, avant même de renseigner votre sous-traitance, etc. Il y a quand même un gros travail pour moi d'étiquetage. Là, ça me paraît compliqué de faire une réponse très précise, mais la réponse que je vous dirais, c'est est-ce que juste le logiciel, est-ce que ça répond bien à la notion de définition d'action de formation? Est-ce qu'il y a un temps de progression pédagogique? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont fixés en amont? Est-ce qu'il y a un temps d'évaluation? Est-ce que ça répond à tout ça ou est-ce que c'est un logiciel, d'accord, que vous vendez et certainement qui a une plus-value, mais c'est peut-être pas comme ça là, comme je le sentirais. C'est peut-être pas de la formation professionnelle au sens où la loi l'a définit. J'aurais tendance à le sortir du bilan pédagogique et financier. Mais en même temps, voilà, avec des pincettes sur ces réponses, compliqué d'avoir une réponse très précise. Hmm. Alors Nathalie qui nous dit, lorsque l'on fait intervenir un expert qui n'a pas de numéro de déclaration d'activité, peut-on le considérer comme un sous-traitant? Alors même chose, hein, on est toujours sur cette frontière est-ce que les sous-traitants ont un numéro de déclaration d'activité j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il fait ce sous-traitant? Alors, vous avez bien compris que c'est trois clés de comment je fais pour savoir si c'est la sous-traitance. Un, il y a un troisième acteur. Alors là, on est OK. Identité juridique distincte. Là, on est OK. Sur la dernière notion, c'est est-ce que il intervient vraiment dans la réalisation de l'action de formation ou c'est juste un témoignage, par exemple, d'une heure, 2 heures sur un module de formation. Euh, Et voilà. puis il faut voir aussi le modèle économique et surtout voir le mode de contractualisation avec ce formateur. Si le formateur a une dépendance économique et qu'il travaille qu'avec vous, il faut se poser la question de la requalification du contrat qui vous lie à ce formateur. Est-ce que derrière, c'est pas un contrat de travail? Et dans ce cas-là, effectivement, le formateur en question ne peut pas être considéré comme organisme de formation, mais c'est bien un formateur salarié. Si effectivement c'est un formateur qui a plusieurs clients et qui dispense de la formation, c'est son activité, on va dire, principale ou en tout cas majoritaire, dans ce cas-là, on peut considérer que le formateur en question est un organisme de formation et à ce titre, il doit se déclarer. Après, on peut aussi imaginer que parfois, il y a des organismes de formation qui font appel à un expert pour vraiment des interventions très ponctuelles. Et dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire, effectivement, pour l'expert en question d'aller chercher le numéro de déclaration d'activité en question. Euh, il y avait, alors j'ai l'impression que la question effectivement de formation interne, formation externe, on nous interpelle. Il y a peut-être besoin effectivement de précision. Euh, je pense que il faut partir du principe que quand on parle de formation interne, c'est lorsque l'organisme de formation mobilise un de ses formateurs salariés hein, pour former on va dire, des salariés. Et là, on part du principe que le prestataire a la casquette, ce que tu disais Aurélie, a la casquette d'employeur. Je dispense une formation interne. Dans ce cas-là, comme toute entreprise, l'entreprise en question n'a pas à renseigner le BPF. En revanche, l'entreprise renseigne le BPF dès lors qu'elle accueille des publics qui n'appartiennent pas à sa structure dans le cadre d'une contractualisation avec un financeur. Là, effectivement, l'organisme de formation agit avec la casquette de prestataire et on n'est pas dans une logique employeur. Donc, D'où cette notion-là de clé de repère dans la sous-traitance que je vous donnais. C'est-à-dire que est-ce qu'on est dans un troisième acteur de cette sous-traitance ou est-ce qu'on est sur une entité juridique distincte? C'est-à-dire que est-ce que votre formateur, il appartient à votre organisme de formation ou est-ce qu'il est vraiment extérieur? Donc, dans la formation interne, on n'a pas besoin de contractualiser avec nous-mêmes, d'accord? Mais en interne, votre formateur est bien salarié de la structure. oui. Alors c'est important hein, de bien effectivement insister là-dessus. Quand on parle de formation interne, c'est lorsque vous avez mobilisé un formateur qui est salarié chez vous pour former d'autres salariés.
il n'y a pas eu de contractualisation autre que les contrats de travail que vous passez avec vous savez, une contractualisation avec une personne extérieure. Et ça, c'est très important. Dès lors que vous contractualisez avec une personne extérieure, bah là, on est dans une logique de conventionnement, c'est une convention de formation, et il y a effectivement derrière l'idée de la facturation. Donc, ce qui signifie que le prestataire doit effectivement déclarer les informations en question dans le bilan pédagogique et financier. Alors, le contrôle de cohérence, peut-être Aurélie. Alors, le contrôle de cohérence, c'est ce que je viens de vous présenter dans le sens où le contrôle de cohérence, c'est quand vous êtes organisme de formation et que vous sous-traitez, c'est bien les slides que je vous ai montrés, c'est-à-dire que vous avez 3 points dans lesquels le bilan pédagogique et financier qui va porter cette sous-traitance, d'accord? C'est ça, hein. Vous avez bien la sous-traitance qui va être portée à la fois cadre D, cadre E, cadre F2, d'accord? Donc, ou alors quand vous êtes le sous-traitant, donc c'est bien des clés de cohérence au sens où dans votre bilan pédagogique et financier, quand vous faites appel à des sous-traitants, la sous-traitance est bien identifiée dans ces 3 zones. Et quand vous êtes le sous-traitant, eh bien, la clé de cohérence, c'est bien celle-ci, c'est que vous devez identifier, quand vous êtes le sous-traitant, à la fois dans les cadres C produits ligne 10 et cadre G, d'accord? Là, ce que j'ai mis comme slide, c'est quoi? C'est que quand vous êtes dans votre appli MAF, mon compte activité formation, là où vous renseignez, vous télédéclarez votre bilan pédagogique et financier, en fait, vous avez un document, un PDF qui s'appelle, vous voyez, fiche à destination des organismes de formation, là, au niveau de la source. Et vous avez un listing de toutes les clés de cohérence, des contrôles de cohérence que vous pouvez faire de manière autonome. Mais de toute manière, rassurez-vous, dans le logiciel est paramétré pour automatiquement faire des points de blocage dans des champs sur lesquels il y aurait une incohérence. Alors, nous avons une question qu'on n'a pas traitée, qui est revenue, qui a été posée par plusieurs participants, notamment donc Muriel, je vois Nadège aussi qui a posé la même question concernant la sous-traitance dans le cadre de conventions avec des organismes de formation qui sont implantés à l'étranger. Donc, je suis organisme de formation avec un numéro de déclaration d'activité donc en France. Je sous-traite un certain nombre de formations à des organismes qui les dispensent à l'étranger. Donc, est-ce que cette activité-là doit aussi figurer dans le bilan pédagogique et financier? Alors, même chose, toujours la question, hein, c'est est-ce qu'ils sont pourvus d'un numéro de déclaration d'activité? Pour être pourvus d'un numéro de déclaration d'activité, si l'organisme de formation intervient sur, non pas sur une manière ponctuelle, mais sur une manière. Alors, on peut partir du principe que l'organisme de formation, donc, qui est en France, c'est un organisme de formation qui a un numéro de déclaration d'activité. J'essaie effectivement de résumer la question qui est revenue souvent. C'est-à-dire que l'organisme, lui, est bien implanté en France, donc a bien un numéro de déclaration d'activité, donc doit renseigner un bilan pédagogique et financier. Simplement, une partie de son activité est sous-traitée à l'étranger, c'est-à-dire en conventionnant avec des organismes peut-être implantés donc à l'étranger qui forment des salariés, éventuellement des demandeurs d'emploi, qui sont implantés à l'étranger. Moi, je pense que c'est une question assez intéressante qui forcément n'est pas forcément aujourd'hui prévue, on va dire, dans les textes. En revanche, on peut effectivement tenir le raisonnement suivant. On considère que dès lors que l'organisme de formation est basé en France avec un numéro de déclaration d'activité, il doit renseigner toute l'activité. Donc effectivement, cette sous-traitance-là, même si ça concerne des organismes de formation implantés sur un territoire donc étranger, doit pouvoir être identifié parce que effectivement, ça permet de voir quelle est l'activité réelle de l'organisme de formation. Puis ça dépendra aussi beaucoup du financeur. Qu'est-ce qui finance les formations en question? Donc parce que il y a la question du conventionnement, c'est-à-dire l'acheteur, et puis il y a la question du financeur. Est-ce qu'il y a des tiers payants?
On peut imaginer qu'il peut y avoir des fonds européens, par exemple, qui sont mobilisés. Hein, et donc ça, c'est important pour l'administration d'identifier l'activité, on va dire, du prestataire. Donc, je pense que effectivement, même lorsque le sous-traitant est basé à l'étranger, donc l'activité en question doit être identifiée dès lors que l'organisme de formation, lui, a un numéro de déclaration et, et, et exerce, on va dire, en France. Alors, je vois l'heure tourner. Je vois, il y a beaucoup de questions aussi. Bah, c'est super, hein, parce que on est d'accord que c'est vraiment un sujet assez passionnant. Euh, c'est vrai que l'idée, hein, du webinaire, c'était pas euh, de pouvoir faire un condensé, hein, des formations que l'on pouvait. En fait, ce qui est intéressant, je trouve, hein, dans le bilan pédagogique et financier, là, on a pris un zoom sur la sous-traitance, mais vous voyez bien que même au-delà de ce zoom où on s'est dit, allez, 45 minutes, on peut en parler. On peut en parler aussi pendant 7 heures. C'est-à-dire que derrière le bilan pédagogique et financier, l'intérêt, c'est de parler de toutes les obligations de l'organe de formation, reparler de son environnement, reparler d'un certain nombre de choses, et notamment sur cette notion de sous-traitance. Et bien évidemment, ça pose beaucoup de questions. Et au fait, la notion de formation et la FOAD et même des établissements avec qui on travaille à l'étranger. Oui, effectivement, à travers le BPF, vous racontez un peu toute l'histoire, effectivement, de votre organisme de formation. Il est temps de clôturer, effectivement, puisque je vois que l'heure a bien tourné. Il est temps de clôturer ce webinaire. Bien évidemment, les questions que vous avez posées dans le chat, comme d'habitude, serviront à alimenter nos productions. Et parmi ces productions, il y a les fiches pratiques, qui est une ressource de référence pour les acteurs de la formation et qui recense tout le corpus juridique qui régit la formation. Alors, je tiens à signaler que cette ressource se décline aussi en guide juridique et je vous invite vivement à télécharger gratuitement le guide BPF de Centre Info. Je pense que le nombre de questions que vous avez posées dans le chat, ils trouveront Il est très la très réponse. détaillé. C'est vrai que c'est vraiment une mine d'or. Une mine d'or. Et surtout, j'ai envie de dire aussi, Fouzi, rejoignez-nous dans nos produits formation, où là, on a le temps aussi d'être vraiment dans l'échange et vraiment d'être dans la personnalisation de vos questionnements et de vos problématiques. C'est un autre cadre aussi d'échange, la formation. N'hésitez pas aussi à nous rejoindre. En tout cas, moi, je voulais vous remercier d'avoir été si nombreux. J'espère que le webinaire vous a apporté un éclairage voilà, intéressant. Et je voilà, ravie de vous avoir eu ce matin.